Bien, il est 9h05. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, ce qu'on va vous proposer, vous avez la possibilité de soit d'intervenir sur le chat ou de poser des questions. Donc, n'hésitez pas quand vous en avez. Euh, donc, aujourd'hui, là, on va vous parler des rencontres Open Innovation entre entreprises innovantes et universités et établissements en lien avec l'AMU. Et donc, on va pouvoir démarrer. Bertrand. Bonjour, oui, donc on fait peut-être un tour, on se présente Ouais, rapidement, ces premières t'as les diapos. slides. Oui, C'est toi oui, oui, qui bouge les slides. j'y vais. Première diapo, la présentation. Ouais. On va commencer je vais commencer, c'est pas très poli, mais je suis le premier en haut de la fiche. Donc, l'AMU, c'est l'Agence de mutualisation des universités et des établissements. On est un groupement d'intérêt public qui est basé à Montpellier et à Paris depuis 25 ans. Notre rôle, c'est travailler en fait pour l'optimisation des universités, de la gestion des universités. Donc, on intervient aussi bien sur le système d'information que sur la formation, l'accompagnement. Je suis Bertrand Moquet, je suis le titre d'expert numérique. Je suis avant tout chercheur et sur la transformation numérique des organisations publiques. Et je suis accompagné de... David Ranja, bonjour, je suis responsable du numérique à l'AMU, dans un département qui s'appelle Stratégie et Programmation DSI, c'est-à-dire c'est un département qui est en charge la veille prospective et la programmation de l'évolution de notre offre pour les années qui arrivent. Je passe la parole à Florent. Bonjour, je suis Florent de Serres. Je suis un des chargés d'affaires du BIC de Montpellier. Donc, le BIC de Montpellier, c'est un incubateur de start-up qui est basé à Montpellier et également à Clapiers, puisqu'il y a un site à Clapiers. Et on accompagne à peu près 200 projets et startups aujourd'hui. Et je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui est Open Innovation. Et c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Et bonjour à tous, Julien Del Rio, donc je suis chargé de projet innovation au sein de Digital 113. Et donc Digital 113, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Notre rôle, c'est de stimuler l'activité des entreprises du numérique en créant du lien, en faisant le pont entre les entreprises et les acteurs de l'écosystème, comme par exemple aujourd'hui, et avec un gros focus sur les PME, d'où encore une fois là un événement qui tombe à point nommé avec ce qu'on fait pour nos adhérents. Donc, En fait, oui, vas-y, Florent. oui, comme on l'a dit, en tout cas, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment via le chat ou via les questions. Alors l'idée, en fait, elle est née en fait du rapprochement, de notre présence à Montpellier, hein, de l'agence est à Montpellier, donc comme je disais depuis 25 ans. Il y a 25 ans, il y a un mouvement assez étonnant dans l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est de dématérialiser l'activité vers l'informatisation. Donc ça, c'est pas étonnant, tous les ministères le font, sauf que dans l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a un choix du ministère de s'appuyer sur des opérateurs, les universités, ou alors d'en créer les groupements d'intérêt public. Donc l'AMU est né de cette histoire. Vous avez l'ABES qui s'occupe des systèmes d'information des bibliothèques. Vous avez Renater qui s'occupe de l'infrastructure et de différents services. Et donc c'est une structure complètement atypique qu'on se propose de vous ouvrir parce qu'on on considère que notre domaine n'est connu que sous deux pôles. Le premier, c'est la recherche, et vous connaissez parfaitement l'innovation qui sort des SAT, et vous récupérez et vous travaillez avec des entreprises sur des projets innovants. Et puis vous connaissez le mouvement EDTech, qui est plutôt, on va dire, les innovations numériques dans la classe. Mais imaginez qu'on se positionne en fait entre tout ça. Entre tout ça, c'est à peu près 3 millions d'usagers. Il y a 2 600 000 étudiants, hein, pour vous rendre compte. Et puis à peu près 400 ou 500 000 salariés, et si on compte les vacataires, c'est encore plus nombreux. Donc, nous, on travaille l'AMU dans cet environnement, et on avait envie de stimuler l'innovation, l'open innovation auprès de nos adhérents. Alors, nous, on est un GIP, c'est-à-dire on est devant vous comme 180 universités et établissements. C'est pas toutes les, c'est quasiment toutes les universités, c'est même toutes les universités, je pense, et c'est les Oui. écoles d'ingénieurs, etc.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est provoquer cette open innovation, donc sortir nos collègues des universités, vous les amener à vous, mais aussi vous sortir de votre environnement et vous faire découvrir en fait des cas d'usage qui sont peut-être aujourd'hui vierges d'innovation. Côté Pour Big de, les startups, peut-être. ouais. Côté Big de Montpellier, et l'intérêt qu'il y a dans tout ce qui est open innovation, et c'est, comme je disais, c'est l'action que je coordonne, c'est d'identifier des prospects sur des comptes qui sont pas forcément faciles à atteindre habituellement par les dirigeants de start-up, par les entrepreneurs, et aussi comprendre quels sont les enjeux de ces prospects potentiels. Donc, régulièrement, au niveau du BIC, on organise des rencontres Open Innovation. En fin d'année, ça a été la dernière en date était avec Veolia. Là, l'intérêt qu'on voyait, c'était de donner cet accès à tout un ensemble d'universités et d'acteurs plus globalement de l'enseignement et de la recherche. Alors, il y a un partenaire qu'on va convier à ces journées Open Innovation, c'est la DINUM. Donc, la DINUM, pour faire très très simple, c'est la DSI de l'État qui est rattachée donc au Premier ministre et qui gère un ensemble de services, recommandations ou réglementations autour des systèmes d'information publics. Et la DINUM est un des opérateurs du volet numérique du plan de relance. Donc, la DINUM sera présente le 5 et 6 juillet pour venir présenter les dispositifs qui permettent de soutenir des projets ou des expérimentations en termes d'innovation pour les établissements publics et donc pour les établissements qui seront présents avec nous, des universités ou établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. Le cadre juridique particulier, là on est dans le secteur public, habituellement vous savez qu'il y a des mécanismes parfois un peu longs qui sont les appels d'offres. Mais un petit rappel, c'est qu'il y a un seuil de 100 000 euros pour tous les projets innovants pour lesquels il n'est pas nécessaire de faire des appels d'offres complexes et longs, etc. Donc on s'inscrira dans ce cadre-là pour la suite des rencontres qui se passeront au mois de juillet. On vous l'expliquera un peu plus en détail par la suite. Donc c'est un partenaire important pour nous puisqu'il pourra aider à financer les préconfigurations de projets qui sortiront de ces journées Open Innovation. Et donc l'objectif, c'est bien produire, hein, c'est faire du POC. Donc là, je vous passe le schéma, mais c'est un peu notre organisation. Alors, on est encadré dans une convention avec Montpellier 3e et qu'on a signé il y a un petit moment, c'était avant le Covid, avant le drame. Et donc là, en fait, on suit son cours. Et donc l'idée, c'est de, nous, on a fait on a fait des pré-courses chez nous, entre guillemets, dans nos universités et établissements. Alors pas toutes, parce que cette année, en fait, elle s'appelle les premières rencontres, parce qu'on espère bien en faire des deuxièmes et pas des secondes, des troisièmes, etc. S'inscrire dans une annualisation d'événements. Et l'idée, c'est d'agrandir après le périmètre permettant de faire venir d'autres universités que celles qui sont principalement d'Occitanie pour cette première année, pour des soucis d'expérimentation. Hein. On expérimente totalement le dispositif dans lequel on vous embarque. Et donc, on a commencé par un système. Donc, l'intérêt, c'est de faire du POC, hein, c'est de provoquer des rencontres. Et puis, on va vous présenter en fait les différents cas d'usage. Alors, qui a répondu? Aujourd'hui, ont répondu, donc on a plus de 17 cas d'usage qui sont disponibles sur la page que vous aviez en lien avec l'inscription de votre webinaire. Et aujourd'hui, ont répondu et vous allez pouvoir résoudre des irritants de l'ABES, donc c'est l'agence des bibliothèques, donc c'est le système d'information des bibliothèques, l'AMU, on a aussi fait travailler nos collègues là-dessus, la DRAN, qui est la délégation régionale au numérique, c'est le rectorat, l'IRD, que vous connaissez, c'est les travaux de recherche, l'université Gustave Eiffel, qui est une université assez particulière parce qu'en fait elle est centralisée à Marne-la-Vallée, mais elle a à peu près une quinzaine de sites, dont un en Occitanie, donc on les a invités. L'université de Nîmes, celle de Paul Valéry Montpellier 3,
l'Université Toulouse Fédérale, et puis enfin l'Université de Toulon qui par opportunité s'est retrouvée en fait dans cette liste. Toutes les autres universités ont été informées du dispositif, sauf que je pense que vous lisez la presse comme nous. Les universités, depuis la crise sanitaire, vivent des choses compliquées, difficiles, avec des nouvelles pratiques professionnelles, de la mise à distance et pas forcément de l'enseignement à distance. Donc toutes n'ont pas eu la disponibilité, mais on se retrouve quand même avec 17 fiches qu'on vous propose en fait de présenter. Donc on est sur un petit territoire globalement qui est l'Occitanie. Les enjeux, donc l'ensemble des fiches est téléchargeable une à une sur le site que peut-être je vais vous partager quand je ne parlerai plus. Et puis on va les descendre une à une, on va essayer de vous faire une lecture rapide, c'est peut-être la partie la plus intéressante pour vous, ce qui permettrait peut-être, je vais peut-être vous partager en même temps le lien, comme ça vous pourriez les télécharger exactement en même temps, et puis récupérer si vous ne l'avez pas fait encore. Merci. Merci Florent. Et donc, on va commencer par proposer un guichet numérique pour la formation numérique des enseignants en Occitanie. Donc là, c'est un cas plutôt dans le SCO, mais on travaille avec le rectorat, avec la délégation numérique. Et donc, ils mettent en place pour l'année 2022 une maison numérique qui est en fait un accompagnement virtuel. Le lieu est virtuel, l'accompagnement n'est pas virtuel, et qui est en fait un lieu de formation pour les enseignants. Et aujourd'hui, ils ont besoin, dans ce cas, et c'est le cas qui demande à ce que vous les aidiez à le résoudre, une forme d'aiguillage entre je veux être accompagné ou je veux simplement récupérer des ressources. Et donc, il y a une sorte d'accueil à inventer, dans lequel les mots-clés qu'on peut retrouver, vous les avez dans les différentes fiches. Ça peut être du serious game, ça peut être du learning space, ça peut être de la réalité virtuelle. Tout est en fait possible. Et l'idée, c'est de travailler avec eux sur cette opportunité d'aiguillage en fait des enseignants, du coup du SCO, et il y en a beaucoup, vers le bon dispositif pour qu'ils puissent le résoudre. Deuxième fiche, David, on va Deuxième alterner. fiche, oui, on va alterner pour se passer la parole. Donc, la deuxième fiche concerne une problématique, puisque les établissements d'enseignement supérieur fonctionnent beaucoup en réseau professionnel, réseau d'associations, réseau d'acteurs. Et pour tout ce qui est de la programmation des événements nationaux, on rencontre parfois des difficultés de programmation parce qu'on a une même population qui est conviée à plusieurs séminaires, à plusieurs rencontres, à plusieurs événements en même temps. Donc là, l'idée, c'est de synchroniser, mobiliser un dispositif qui permette à tous les organisateurs d'événements nationaux de pouvoir avoir de la visibilité sur l'ensemble des événements qui se préparent et de pouvoir plus facilement synchroniser des agendas, proposer des événements, se rendre compte que des événements sont prévus par d'autres. Donc là, c'est à la fois de la gestion de dates, mais également des gestions de population et de communauté qui vont servir l'ensemble des associations professionnelles, des conférences, la conférence des présidents de l'université, etc., pour avoir de la visibilité sur tous les événements nationaux et faciliter ces rencontres. Voilà pour la fiche numéro 2, je passe la parole donc à Bertrand. La fiche numéro 3 est une nouvelle gestion des plannings des cours d'une université. Donc là, c'est quelque chose en fait qui est encore au sein de l'artisanat dans la plupart des universités, c'est la reprogrammation des enseignements. Alors on est d'accord, l'emploi du temps, ça c'est fait à l'année, tout marche très bien, sauf que la vie est ainsi faite. Il peut y avoir un enseignant qui est malade, une salle qui tout d'un coup va être réquisitionnée pour un colloque, un amphi, donc il faut reprogrammer les cours. Donc on est dans une gestion très très artisanale de cette reprogrammation, et l'idée c'est de pouvoir provoquer une intersection entre les différents systèmes d'information, de scolarité, de réservation de salles, de planning, et de proposer à l'enseignant qui veut reprogrammer en fait une aide à la décision et lui dire voilà, j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, et bien j'aimerais que tu me proposes un créneau dans les 15 prochains jours, et je te propose aussi mes contraintes parce que mon agenda est disponible à cet endroit.
et à partir de là, de trouver 3-4 créneaux qui seraient proposés en fait au secrétariat pédagogique. Pourquoi on arrive à ce système? C'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu avec, on arrive aussi alors on le maîtrisait bien, ça devient un peu plus compliqué quand les lieux sont virtuels, sont des plateformes de formation, parce que sachez que nos collègues aussi optimisent l'occupation des plateformes de formation, des visios, etc. Et finalement, elles sont gérées comme des salles, de sorte qu'elles ne soient pas en fait sursollicitées sur les créneaux principaux, mais sur toute la journée. Alors, la fiche suivante, oui, c'est une fiche que l'AMU a portée. Donc, c'est une préconfiguration d'un projet qu'on va espérer national. C'est une expérimentation autour des technologies et des pratiques du RPA. L'idée, c'est à la fois de travailler sur de la méthodologie pour pouvoir identifier les process à automatiser, les meilleurs moyens pour impliquer les différents acteurs et parties prenantes dans une automatisation de process. L'idée, c'est aussi d'expérimenter une plateforme RPA open source. Donc, ça sera de mettre au point un ensemble de technologies et puis de faire une expérimentation en termes de méthodologie pour pouvoir tester cet ensemble de technos. Et si le dispositif est satisfaisant, si les mesures de coût sont satisfaisantes, alors dans ces cas-là, ce sera peut-être une plateforme qu'on pourrait proposer à nos établissements pour généraliser l'usage des RPA dans les différents process ou proposer des solutions clés en main de RPA autour de nos applications de gestion. Voilà pour la fiche numéro 4. La fiche numéro 5 est un cas beaucoup plus technique, puisqu'on rentre dans notre système d'information. C'est un cas qu'on a proposé, nous, à l'agence. On a une solution qui s'appelle FCA Manager, qui gère en fait la scolarité pour la formation continue. Alors, la scolarité pour la formation continue est gérée de manière indépendante. Parce qu'elle est arrivée après la scolarité dans formation initiale, et 2, parce que ça nécessite une réglementation particulière et des remontées, notamment de présence, des choses comme ça, qui sont spécifiques à la formation continue. Et puis, ça doit gérer aussi les prospects, etc. Donc, on est sur un secteur vraiment singulier. Là, on est aujourd'hui avec une solution qui fonctionne, qui a été co-construite avec plusieurs universités. Ça, c'est notre façon de travailler à l'AMU en tant qu'éditeur de solutions. Et là, on se retrouve avec un environnement BO, Business Object, qui nous pose problème en termes de maintenance, en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes d'évolution. Et donc, on cherche à faire évoluer le système de requêtage par BO par un système plus ouvert et qui permettrait en fait de ne plus être déjà de faciliter le requêtage pour ceux qui ne sont pas formés aux univers BO, et c'est sûrement la raison la plus importante, et puis de pouvoir mieux maîtriser pour nous notre exploitation par nos adhérents. La numéro 6. La fiche suivante donc, est proposée par l'université Montpellier 3 Paul Valéry. Elle concerne en fait un dispositif de présentation des compétences acquises par les étudiants à l'occasion de l'obtention d'un diplôme. Donc, c'est bien la corrélation entre un diplôme et les compétences acquises par un étudiant à des fins d'emploi, à des fins de stage, etc. Et là, aujourd'hui, le dispositif présente ces informations de manière extrêmement figée dans des livrets sous forme de PDF. Donc, l'idée, là, la proposition, c'est de trouver un mécanisme et de proposer un mécanisme qui va valoriser le contenu de ces informations autour des compétences pour que ce soit quelque chose de plus interactif, plus dynamique, plus efficient pour les personnes qui souhaitent consulter ces différentes informations. Donc, c'est une mise en ligne numérique plus moderne que la simple diffusion de livrets sous format PDF. Voilà pour la fiche numéro 6. Toujours à Montpellier 3, la fiche numéro 7, mettre en place une base de connaissances facilement accessible par les utilisateurs. Donc en fait, on est dans le domaine de la maintenance et du ticketing d'intervention auprès de l'ensemble, donc des étudiants plus des personnels vers les systèmes, vers l'aide en fait informatique apportée ou l'aide numérique apportée dans les universités. Et donc on fonctionne avec le bon vieux GLPI, avec tout ce que ça veut dire, ça fonctionne, etc. On peut suivre, on peut
faire le suivi de son activité, ça c'est bien. On est très open source, hein, vous l'avez compris dans les différents. C'est un peu notre culture, ça. Hein. Et donc là, en fait, l'idée c'est de faire une interface un peu plus un peu plus agréable pour les utilisateurs, notamment les étudiants qui ont un peu de mal à rentrer dans GLPI spontanément, et donc de monter en fait une couche qui serait une interrogation plus intelligente, voire qui pourrait même orienter vers la bonne personne dans le cas d'une alimentation bien précise d'une base de données, et puis surtout donc par l'intermédiaire de discussions. Alors peut-être qu'il y a du chat, peut-être qu'il y a des choses comme ça, d'arriver à aiguiller le service avant que les gens finissent à buter, parce qu'on a de la perte sur GLPI. Voilà le cas numéro 7 et le cas numéro 8. Donc là, c'est à nouveau une fiche proposée par l'Université Montpellier 3 Paul Valéry. Là, on est dans l'interuniversitaire, c'est-à-dire que la bibliothèque universitaire de Montpellier, elle est en partenariat donc avec la bibliothèque, mais l'Université de Montpellier 3 et l'Université de Montpellier. Et il y a un besoin d'unification des mécanismes d'accès, des mécanismes d'interopérabilité autour des différents acteurs qui ont accès à cette bibliothèque-là. C'est à la fois les étudiants et personnels de l'Université de Montpellier, et c'est également les étudiants et personnels de l'Université de Montpellier 3. Donc là, l'idée derrière cette fiche, c'est de proposer un dispositif d'interopérabilité pour que tout ceci fonctionne de la manière la plus fluide possible pour les usagers, mais également d'ajouter un mécanisme de contrôle d'accès physique pour certaines salles que les usagers auront réservées. Donc il y a une technologie qui est proposée, et de rendre tout cela efficace et efficient pour les utilisateurs qui vont avoir réservé des salles, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont inscrits. Donc c'est de l'interopérabilité, du contrôle d'accès autour de cette fiche proposée par l'Université Paul Valéry. Voilà pour la peut-être pendant les... Oui, à la mi-temps des cas, il y a quelques questions. Regarder les questions. Oui, alors, il y en a plusieurs. Je vais répondre à Olivier. Donc, on a invité les entreprises innovantes. Voilà, donc il y a le mot entreprise englobe ce que vous voulez bien englober. Voilà, donc nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Le côté innovant, en fait, ça permet de monter. Vous l'avez compris, c'est qu'on joue sur. Si c'est déclaré comme un projet innovant, on peut jouer sur le plafond de MAPS, de marché public, pardon, qui va être plus haut que si c'est une entreprise non innovante. Donc, c'est pour ça qu'on emploie le vocable d'innovant dans notre jargon. Une réponse à Anthony, peut-on également une solution? Oui, enfin, si, il y avait quand même une précision. C'est vrai que les rencontres elles-mêmes les rencontres du 6 juillet vont être réservées aux startups et PME parce que l'objectif est d'ouvrir la porte à ces entreprises qui n'ont pas la possibilité habituellement d'être en contact avec les DSI des universités. Donc les rendez-vous du 6 vont être réservés à ces petites entreprises. Il sera possible de participer au 5, et puis vous avez l'accès aussi aux fiches qui vous permettent de voir quels sont les enjeux. Anthony, peut-on proposer une solution qui peut répondre à des problématiques avérées qui ne sont pas listées? Alors, c'est sûrement le cas du programme qu'on a prévu le 5 après-midi, c'est-à-dire une entreprise qui dit moi j'existe, regardez, moi je pense que j'ai une idée pour vous, ça peut vous intéresser. Donc je pense que le mieux c'est de rentrer en contact avec l'un de nous, celui que vous connaissez le mieux. Je ne sais pas d'où vous êtes, si c'est Julien ou si c'est Florent, et puis de rentrer en contact, et puis on vous proposera un temps de type je sais pas si c'est un pitch ou quelque chose comme ça, mais un moment dans le programme dans lequel il y aura cette possibilité. Nous aussi, on a prévu aussi de faire venir des universités qui n'ont pas présenté là, mais qui ont déjà une expérience avec une entreprise innovante pour témoigner un peu de leur retour, quoi. Oui, Anthony, donc pour aller plus loin sur la page, vous avez une adresse mail vers laquelle vous pouvez normalement déposer les candidatures. Du coup, ce qu'on vous propose là-dessus, c'est de nous exposer un peu le type de problématiques auxquelles vous pourriez répondre. Et suite à ça, on vous fera aussi un retour, et on verra sous quel cadre et
dans quelles conditions on pourrait vous faire pitcher. Du coup, ce serait le 5 dans ce cas-là, quoi, le 5 juillet. Je vois une question autour du sujet de la culture de l'open source. Donc, en fait, quand on doit choisir une solution dans le secteur public, on doit en priorité regarder les solutions open source. C'est une priorité, ce n'est pas une injonction de les choisir de manière systématique. Mais dans le monde universitaire, on a cette culture autour de l'open source. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on privilégie. On a aussi dans nos systèmes des solutions propriétaires. Notre système de finance, il est fait sur SAP, qui n'est pas réputé être une solution open source. Et est-ce qu'on peut faire des propositions des offres SaaS? Oui, tout à fait, parce que dans notre culture aussi, on est en train de basculer l'intégralité de nos systèmes d'information dans des offres, donc des offres de type SaaS, avec de la mutualisation d'exploitation, des offres de services, des services en ligne, etc. Donc ça ne pose pas de difficulté de faire des propositions de type SaaS, tant que les modèles économiques sont raisonnables pour notre dépense publique. Après, juste un complément, il y a toujours sur certaines universités, c'est pour ça qu'on provoque ces moments, ont une petite crainte à travailler avec des entreprises qui pourraient ne plus avoir cette activité dans les 18 mois qui suivent, quoi. On est des gros machins, hein. Et donc, quand on fait un changement, si tout d'un coup on se retrouve avec l'outil qui a provoqué ce changement qui n'est plus maintenu, entretenu, mais ça peut nous poser des problèmes. Donc, ne soyez pas surpris quand vous rencontrerez des universités de cette question. Et comment ça sera après? Et est-ce que si jamais vous partez dans une autre direction, est-ce qu'on pourra récupérer votre travail pour pouvoir l'exploiter, etc. Ça fait partie des choses qui sont des dialogues assez courants. Vous ferez ce que vous voulez, mais je vous avertis en fait de cette possibilité qui est en fait une inquiétude en fait exprimée par certaines d'entre elles. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la deuxième mi-temps des enjeux. Et on va partir sur une candidatech. Donc ça, c'est un besoin qu'on a recueilli en tant qu'agence de mutualisation. Il s'agit en fait de faciliter l'employabilité de nos étudiants et l'employabilité des personnes à proximité de l'université en initiant des services numériques permettant de recruter plus facilement et de multiplier en fait comme ça les possibilités de contrat. Nous avons, c'est peut-être un défaut que nous prenons, l'habitude d'avoir des emplois courts, des CDD, et effectivement, nos personnels en DRH n'ont pas forcément la disponibilité, ne sont peut-être pas forcément pour l'entretien proprement dit. Donc l'idée, c'est de mettre en place une sorte d'accompagnement de ces personnels pour faciliter le recrutement et donc du coup provoquer davantage d'échanges de candidatures, soit au sein d'une université, soit au sein de plusieurs universités aussi. Le besoin suivant est porté par l'université de Toulon, alors donc qui n'est pas en Occitanie, vous le savez, mais qui a réagi à une de nos publications autour des chatbots et donc qui est venu vers nous et on leur a proposé d'écrire une fiche. Là, ça concerne les dispositifs d'inscription des étudiants. Donc la cible des personnages sont les étudiants. Dont le process d'inscription a été particulièrement perturbé, notamment dans cette période de mise à distance. On est passé d'inscription qui faisait un mixte présentiel et en ligne à du 100% en ligne avec des process qui ont été perturbés et un étudiant qui se retrouve dans une situation où il a un petit manque de visibilité de où en est sa candidature, où en est son inscription, où en est la création de ses comptes numériques. Et donc un étudiant qui va solliciter fortement les services de l'établissement et qui pense que ça répond H24, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, l'idée, c'est de proposer principalement un chatbot autour des informations que l'étudiant pourrait avoir pour faire le suivi de son dossier, de pouvoir interagir aussi sur les différents éléments, de savoir où en est son dossier, est-ce que c'est validé, quand est-ce qu'il aura ses comptes, etc. Et donc de soulager les équipes qui sont en assistance auprès des étudiants par un mécanisme d'automatisation de type chatbot. Donc de créer un guichet unique qui permette de faire cela. Voilà pour la fiche numéro 10.
La fiche numéro 11 vient de Toulouse Fédéral, l'université de Toulouse Fédéral, qui est le regroupement des universités toulousaines. Et ils sont porteurs d'un projet qui est un nouveau cursus universitaire qui s'appelle ASPI Friendly et qui est pour les étudiants qui ont été diagnostiqués comme autistes, Asperger, et qui participent à leurs études. Donc c'est tout un ensemble d'outils et de méthodes et d'accompagnement autour de ce public très spécifique, mais du coup, c'est un projet qui est national. Il est basé en Occitanie, mais c'est un projet national. Là, la problématique, elle est simple, hein. Les 2 prochains sujets que vais vous proposer, c'est que sur nos 2 600 000 étudiants, vous imaginez qu'il y a, comme dans la société, des gens qui vivent une situation de handicap. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner cette situation de handicap. Là, on est dans le guidage sur le campus. Donc quand on est diagnostiqué comme autiste, ça sert à rien de dire, de lire les panneaux, de faire ces choses-là. Donc on va avoir un système de guidage qui est basé beaucoup plus sur l'émotion. Pour aller à la BU, tu tournes après le poteau rouge, la grande maison bleue et tu vas arriver, à côté, du bâtiment qui est jaune avec des grandes vitres et donc c'est à peu près, le niveau. Alors c'est pas un niveau simplifié, c'est qu'en fait, c'est comme ça qu'ils se repèrent et qu'ils lisent la réalité là où nous, on lirait avec les panneaux et donc l'idée, c'est d'offrir une nouvelle lecture en fait patrimoniale du campus et de pouvoir la mettre à disposition d'étudiants empêchés pour faciliter en fait leur guidage dans le campus et donc leur autonomie, ce qui est une priorité dans le cadre des gens en situation de handicap. La proposition suivante vient de nos collègues de l'université de Nîmes qui proposent un mécanisme autour de la recherche d'informations sur leur site web ou sur leur intranet. Donc, c'est un mécanisme qui doit permettre à l'usager de pouvoir plus facilement trouver les différentes informations dans la masse d'informations qu'on peut retrouver sur ces différents dispositifs. Ça, c'est un premier élément. Donc, ils évoquent l'idée de potentiellement proposer un chatbot pour plus facilement guider l'usager dans l'ensemble de ces sites, que ce soit interne ou externe. Et puis également, parce qu'ils ont la volonté d'un ancrage local, de pouvoir aussi interagir avec les dispositifs proposés par les collectivités territoriales et donc les informations disponibles dans ces différentes collectivités territoriales, dans une logique de transversalité entre l'établissement et les différents partenaires qu'il peut avoir au niveau territorial, voire au niveau national sur certains process, notamment sur les process d'inscription, de logement étudiant, etc. Voilà pour cette fiche numéro 12. La fiche numéro 13. Alors, il s'agit toujours dans le domaine des étudiants en situation de handicap, de permettre en fait une gestion plus automatisée de leur adaptation de temps aux examens. Donc on appelle ça les tiers-temps dans notre jargon. Peut-être que vous en avez connu, vous avez peut-être des enfants qui sont dans cette situation, donc qui bénéficient d'un tiers-temps supplémentaire pour composer lors des examens. Aujourd'hui, c'est fait totalement à la main, ce qui est pour l'université de Nîmes est quelque chose de problématique puisque il y a le risque d'oublier quelqu'un. Hein. C'est pas le nombre, hein. C'est le risque d'oublier quelqu'un qui est toujours embêtant pour l'examen. Imaginez le stress de l'examen, vous imaginez tout ça si en plus l'étudiant découvre qu'il bénéficie pas de ce qu'il a droit en début d'examen à 8 heures, il va pas vivre son examen dans de bonnes conditions. Donc là, on est sur de la relation entre deux systèmes d'information qui existent. Un système qui s'appelle Calcium, qui gère en fait toute la partie, on va dire, suivi médical de l'étudiant avec les systèmes de prévention, etc. Et puis notre système de scolarité et la plateforme de formation, puisque ces examens sont généralement planifiés aussi sur la plateforme Moodle. Donc on est sur une interaction entre des systèmes qui aujourd'hui ne se parlent pas sans être humains. Et donc c'est d'essayer de fluidifier un peu tout ça et surtout de pouvoir permettre une facilitation. Là, on a spontanément pensé qu'il y a deux façons d'attaquer le problème. Soit une relation inter-SI, ce qui risque d'être un peu complexe parce que les SI n'ont pas été créés pour se parler entre eux. Je vais faire simple, c'est pas mon domaine, c'est plus celui de David, mais c'est comme ça que je l'interprète. Soit la deuxième, par un système de RPA, donc une mise en place de RPA, c'est-à-dire de voir un peu comment travaille la personne qui faisait cela de manière assez artisanale et d'essayer de lui proposer un accompagnement
automatisé de ses tâches et qui lui enlèverait le stress et qui permettrait une meilleure condition d'évaluation des étudiants. Alors, la fiche suivante est portée par nos collègues de l'Agence bibliothécaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc l'ABES, qui est basée à Montpellier. Donc là, c'est dans une logique d'un projet national. L'ABES dispose d'une masse très importante d'informations autour des publications et des ouvrages que l'on retrouve dans les différentes bibliothèques, notamment universitaires. Elle sait travailler soit avec des personnels de bibliothèque, soit avec des informaticiens qui ont des habitudes sur des systèmes très structurés, des bases de données très structurées, et elle souhaite se doter de compétences en sciences de la donnée, donc plus largement sur les nouvelles technologies et les nouvelles approches autour de l'exploitation des informations pour pouvoir valoriser au maximum les informations détenues par la BES et ses partenaires. Et donc, elle souhaite à la fois monter en compétences, acquérir des compétences autour des sujets de la data science, des langages naturels, des accès aux masses d'informations, tout en ayant un projet à moyen long terme avec un partenaire sur ce sujet de l'exploitation des informations, n'ayant pas forcément les capacités, comme souvent les opérateurs publics, à recruter des data scientists, par exemple. Donc là, c'est plutôt une logique d'expérimentation d'un dispositif d'accompagnement à moyen long terme autour de ce sujet de valorisation d'exploitation des informations avec les dernières technologies. Voilà pour cette fiche proposée par la BES. La fiche numéro 15, améliorer les interfaces, c'est toujours la BES. Donc la BES qui est un autre GIP qui est sur Montpellier, toujours à peu près à la même époque. Hein, donc c'est il y a 25 ans, ça s'est installé ici. Il y a aussi, vous l'avez compris, hein, la volonté de redonner une dynamique numérique enseignement supérieur et de la recherche sur l'Occitanie et donc d'en faire, de créer un point dynamique parce qu'on a cette porosité avec l'ensemble des universités, l'ensemble des BU, etc. C'est quelque chose d'assez facile. Quand on rajoute qu'à Toulouse, il y a, pour ceux qui sont montpelliérains, on rajoute qu'à Toulouse, il y a le CNRS, la DSI du CNRS. Vous voyez qu'en fait, en Occitanie, il y a quand même pas mal de choses qui se créent et qui se décident sur le numérique universitaire. Sur la partie ABES, donc là, alors c'est l'ABES, comme a dit David, c'est quelque chose qui est connu comme remarquable en termes de structuration de données. Et je vais rajouter 2 métadonnées parce que ça leur tient à cœur. Et donc, c'est des gens qui sont des professionnels de l'information et ils ont ils s'avouent qu'en fait, en termes d'interface homme-machine, ils ont besoin d'un accompagnement. Ils n'ont pas cette compétence, donc ils ont besoin d'une entreprise locale spécialisée en web design, en visualisation de données et en UX. L'idée, c'est de pouvoir faire des prestations et des transferts de compétences pour pouvoir les aider à rendre accessible leur masse de données à leurs usagers. Ils sont plutôt connus pour en fait créer des API ou qui vont alimenter d'autres systèmes, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir leur propre interface et pouvoir en fait mettre à disposition ce qu'ils souhaitent en étant bien accompagnés. Voilà, c'est la fiche numéro 15. D'accord, donc je vais présenter la fiche par l'IRD, donc qui est un opérateur de recherche national et international, hein, puisque l'IRD s'occupe notamment du développement au sud d'un certain nombre d'éléments de recherche. Là, l'idée, c'est pour les différents usagers du système d'information de l'IRD, mais potentiellement au-delà de l'IRD, c'est un projet qu'on pourrait mutualiser après au niveau national. C'est de disposer d'une application, d'un système, d'un mécanisme qui va permettre à chacun des usagers de mesurer l'impact environnemental de ses activités numériques au sein de son organisme. Donc, c'est dans un premier temps un mécanisme qui doit permettre de comptabiliser l'impact environnemental de chacun dans une démarche de savoir quelle est l'incidence de son utilisation du numérique sur l'environnement. Et puis de proposer aussi à ses usagers des dispositifs, des bonnes pratiques, des trucs et astuces pour diminuer cet impact environnemental et régulièrement mesurer l'incidence de l'utilisation du SI, des mails, de sa navigation, etc., dans cette application-là pour que l'usager puisse voir la progression et surtout, on l'espère, la diminution de son impact environnemental dans l'utilisation de son système d'information, que ce soit le système d'information de gestion, que ce soit
les outils de collaboration, les mails, les accès web, les requêtes web, etc. Donc ça, c'est une application qu'on souhaiterait expérimenter avec l'IRD, qui peut avoir vocation, si elle fonctionne correctement, de devenir une proposition au niveau national. Et pour ceux qui sont sensibles et qui participent déjà à Green IT Day, on est typiquement dans ce genre Voilà. d'usage et de recherche d'amélioration de sa pratique professionnelle, en fait, et surtout de la connaissance avant tout de la pratique professionnelle. Enfin, le dernier dans la liste, partager et réserver les bureaux dans un contexte de télétravail. Ben, vous avez peut-être vu ça, hein, récemment, il y a eu le Covid, hein, et donc on a tous souffert de la mise à distance. Je dis souffert parce que majoritairement, c'est les mots qu'on entend nous. La mise à distance du travail qui a été un peu imposée au début, puis avec le temps qui est un peu plus négocié. Effectivement, il y a l'IRD se pose la question du retour dans les locaux, bien évidemment. Donc, c'est le monde d'après. Le monde d'après sera sûrement avec du télétravail qui reste, qui sera sûrement augmenté. Sûrement des réductions de locaux. Aujourd'hui, ils sont en open space, peut-être une réduction de surface. Et donc, la problématique, pour arriver à mettre des moyens ailleurs, et la problématique, c'est la gestion de mon espace de travail quand j'ai besoin de travailler sur le lieu de travail qui est, dans le cas de l'IRD, vous l'avez compris, quelque chose d'un peu complexe, puisque l'IRD n'est pas qu'un seul endroit, ils sont dans le monde entier. Et donc, il y a l'ouverture possible. Alors, peut-être un cas d'usage au début, un POC qui sera sur un lieu ou quelques bâtiments, mais l'ouverture, c'est vraiment de s'intéresser à tout leur centre de formation, leur centre de recherche, et de pouvoir optimiser en fait la réservation des espaces pour réduire en fait ces espaces de bureaux, pour créer d'autres espaces ou s'en séparer, ça on ne sait pas, mais voilà à peu près l'idée. On arrive à la fin de ces 17 cas d'usage. On espère avoir été explicite. Et c'est beaucoup plus détaillé sur les fiches que vous pouvez télécharger. Et du coup, on peut se demander, mais comment je pourrais répondre? Et je vais laisser la parole à Florent. Oui. Dès que j'ai changé les deux fenêtres. Voilà. Donc, vous avez une fiche de candidature à envoyer par mail. Donc, de toute façon, toutes les informations sont sur la page que je vous ai que je vous ai collé dont je vous ai collé l'adresse tout à l'heure. Je vais le remettre immédiatement pour que vous l'ayez bien. Donc, vous avez une petite fiche de candidature qui va être à compléter. L'idée étant qu'on identifie votre entreprise, votre activité. Alors, chaque fois, l'objectif, c'est qu'il y ait quelques lignes, 3 à 5 lignes, 5 à 10 lignes sur chaque sujet, et expliquer en fait la proposition que vous avez sur une des fiches. Et il est possible même de répondre à plusieurs fiches. Et dans ce cas-là, sur la fiche de candidature, vous allez pouvoir dire que vous répondez à l'enjeu numéro 2 de telle université et à l'enjeu numéro 4 de telle autre université. Ce qui va nous permettre, nous, de voir à qui vous allez vous adresser, et ça va à la fois permettre de faciliter la sélection, et ensuite pour la journée du 6 juillet, qui est la journée des rencontres B2B, de pouvoir programmer les bons rendez-vous qui correspondent aux candidatures que vous avez faites. Donc, juste pour revenir, cette fiche de candidature, c'est à déposer avant le 11 juin. On vous fera un retour d'ici fin juin. Donc, on va avoir on va la transmettre aux universités et aux établissements qui sont concernés pour bien valider que ça correspond à leurs enjeux. Et donc, derrière, c'est ce qui va permettre ensuite de faire la sélection pour les rendez-vous du 6 juillet en particulier. Et donc, si on vient au 5 et 6 juillet, il y avait une question là-dessus. Donc, le 5 juillet, après-midi, donc avec un accueil à partir de 13h15. L'idée, c'est dans l'après-midi d'avoir à la fois des présentations, représenter le contexte de la journée, avoir également des présentations éventuellement d'autres universités dont on parlait qui ne sont pas celles qui ont déposé des fiches, la présentation de la DINUM qui a déjà été évoquée, et la possibilité de pitcher, comme on l'a dit tout à l'heure en réponse à une des questions,
sur des enjeux qui n'ont pas été évoqués, mais qui pourraient être intéressants et qui pourraient intéresser peut-être certaines des universités qui, dans ce cas-là, un peu en dernière minute, proposeraient des rendez-vous d'affaires spécifiques le 6 juillet. Donc le 5 juillet, et de la même façon, pardon Florent, des universités voulant rejoindre le dispositif pourraient pitcher le 5 après-midi pour provoquer un rendez-vous le lendemain. Voilà. Donc l'après-midi, ça va être ces pitchs croisés et ces pitchs différents. Et on va terminer par une visite privatisée de l'exposition temporaire qu'il y a au musée Fabre. Donc c'est pour finir aussi par un petit moment convivial. Et le lendemain, on se retrouve… Juste sur cette première journée, sans pouvoir le garantir à 100%, mais vu que la question est posée, si c'est pas en visio, en direct, je dois faire valider par l'équipe de Digital 113, mais l'idée c'est de pouvoir quand même avoir un système pour capter les présentations et pouvoir les rediffuser par la suite sur Internet. Mais du coup, ce serait un replay après c'est ça. Dans ce cas-là, quoi. C'est pas mixte présentiel visio. Et ensuite, le 6 juillet, ça se déroule à Cap Oméga, donc sur un des bâtiments du BIC, où l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous d'affaires directs entre les entreprises qui ont candidaté et les universités. Et comme je le disais tout à l'heure, ces rendez-vous sont réservés à des TPE, PME du numérique et start-up, parce que c'est comme on le disait, l'objectif avant tout est de donner, en tout cas côté Digital 113 et EBIC, les co-organisateurs, de donner cet accès aux universités qu'elles ne peuvent pas avoir habituellement. Sur le 6 juillet, ce qu'on pourrait imaginer, on a dans nos têtes, c'est une salle des pas perdus, entre guillemets. Autrement dit, ceux qui n'ont pas osé spontanément faire les choses. Et en fait, c'est là où on est encore un peu libre, mais on verra en fonction des inscrits. C'est là où on va peut-être réaliser de la vraie open innovation, favoriser les échanges, parler, pourquoi pas provoquer un atelier. On se laisse encore cette liberté sur cette matinée, de sorte que ceux qui n'ont pas rendez-vous ou ceux qui sont entre les rendez-vous puissent en profiter pour rencontrer d'autres potentialités, techno ou usages, et que ça provoque un petit peu dans la tête des relations. Alors, il y a des questions, des nouvelles questions. Pour répondre à certaines, oui. Ouais. Est-ce que cela sous-entend que des solutions propriétaires mais innovantes sont totalement exclues ? Non. Je crois que ça a déjà été abordé. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on propose des solutions, enfin, on demande à ce que soient proposées des solutions open source, mais ce n'est pas excluant des solutions à code propriétaire. Et les modèles économiques que ce soit autour du propriétaire ou des codes ouverts, peuvent être variés. Il y en a qui ont des licences, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont en paiement à l'usage, que ce soit en solution libre ou en solution propriétaire. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est l'innovation pour faire des POC. Si ça s'appuie sur des technos ouvertes, on préfère, mais c'est pas excluant. Si vous avez une très belle solution à code propriétaire, eh ben, on pourra la regarder avec grand plaisir. Je pense que la question qui est derrière, c'est de dire que open source ne veut pas forcément dire gratuit. Tout à fait, oui, tout à fait. Ah non, c'est clair là-dessus. Vous pouvez avoir une solution dont vous avez libéré le code, mais par contre, faire des propositions d'exploitation qui sont payantes. C'est le code qui est ouvert, ça ne veut pas dire que le modèle économique est obligatoirement gratuit sur les prestations que vous allez proposer en complément de cette solution, même si elle peut être par ailleurs exploitable sans bourse déliée. Donc, ce n'est pas excluant. Après, il y a de toute façon parfois des offres de start-up et entreprises innovantes dont le code source n'est pas ouvert aussi, et il n'y a pas d'exclusion a priori de ce type de solution. Hein. On est vraiment dans une logique de préférence et d'habitude de fonctionnement, mais c'est pas du tout exclusif. Après, il y a une deuxième question. Une question autour des réalisations d'époque, en fait.
Juste attendez, je vous dépose un lien pour que vous soyez au clair sur comment les universités perçoivent l'open source. Je vous mets un lien. C'est un truc qu'on a fait avec David. La collection numérique, c'est un bimestriel qu'on distribue à nos adhérents. Et je vais vous mettre le lien. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte de comment on travaille par rapport à l'open source. Ensuite, Après, il y a une question autour de la réalisation de POC, oui. ouais, la question sur la réalisation des POC, il n'y a pas de réponse unique. Enfin, je pense que Bertrand et David vont y répondre. Mais par contre, il y a à la fois des possibilités de prise en charge dans certains cas en totalité, et il y a aussi la possibilité de déposer des... c'est pour ça que la DINUM est présente. Il y a la possibilité aussi d'avoir un cofinancement université, enfin, un cofinancement par la DINUM à la fois de dépenses d'université et de l'entreprise. Tout à fait. Là, l'idée, c'est qu'au 6 juillet, il puisse y avoir des matchings entre des besoins d'établissement et des propositions faites par des entreprises, et qu'ensuite on puisse rentrer dans cette logique d'expérimentation, de POC, de tests, etc. On ne va pas demander aux gens, enfin, c'est pas l'esprit, on ne va pas demander aux gens de travailler gratuitement. Ça, c'est important de le dire, ça, c'est vraiment important de le dire. Et donc, l'idée, c'est s'il y a une expérimentation innovante à faire, et ben derrière, il y aura le financement de cette expérimentation innovante. Après, les proportions entre la DINUM, l'université et l'entreprise seront à discuter, mais nous, ce qu'on propose, c'est justement ce dispositif de soutien financier de la part de l'État, de la DINUM, à destination des entreprises. De toute façon, les dispositifs du plan de relance, l'opérateur public est un point de passage du flux financier, mais ne récupère pas, en général, pas 1 euro de cet argent-là qui va directement dans l'entreprise qui va faire la proposition d'un POC, d'un dispositif innovant ou de quelque chose qui répond aux exigences du plan de relance. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un mécanisme où on a un financement pour faire ces expérimentations-là. Les budgets ne sont pas définis a priori, il n'y a pas un budget, ça dépendra des réponses qui sont faites, des propositions qui sont faites, et là, des discussions démarreront peut-être dès le 6 juillet sur cet aspect financier, de voir comment, par exemple, une université et des partenaires qu'elle aura identifiés le 6 juillet peuvent déposer un dossier en commun auprès de la DINUM pour faire financer tout ou partie du POC qui va se faire. La seule chose pour ajouter un supplément, c'est travailler avec un dispositif financé par l'État avec la DINUM, ça sera sur un temps court. Il y aura une contrainte de résultat dans le trimestre, donc ce qui peut ne pas arranger ni l'un ni l'autre. Donc voilà, donc voilà, mais on provoque ça aussi pour que nos universités, nos adhérents sachent travailler avec vous aussi. Il ne s'agit pas de venir vers une start-up en disant tu peux travailler gratuitement pour nous, quoi. C'est justement, on est en train de casser ce stéréotype-là, et puis on y va en disant voilà, on a la possibilité de travailler, et puis voilà, une des méthodes avec lesquelles on peut travailler, c'est l'open innovation, c'est l'ouverture ensemble, et puis voilà. Il y a une question sur le 6 juillet. Ouais, le 6 juillet, comme je disais, la matinée est quand même vraiment réservée aux startups et aux PME. Donc là où il pourrait y avoir des premières possibilités de discuter, notamment avec les ETI et grands groupes, c'est plutôt le 5 juillet après-midi, en fait. En fin d'après-midi, il y a la possibilité d'avoir un premier temps d'échange. N'hésitez pas à formaliser ce que vous voulez. On est encore en capacité à organiser sur le 5 juillet un temps pour cela. Voilà, n'hésitez pas, Olivier, à formaliser ce que vous souhaiteriez, que vous avez repéré tel cas, ça vous intéresserait une rencontre. Et puis voilà. De toute façon, comme Olivier était dans nos administrateurs, l'idée c'est là aussi pour le cluster de faire le lien et d'essayer d'agréger les propositions pour faire que cet événement soit pertinent, ou en tout cas que ça crée des interactions pour la suite si ça se fait pas ces jours-là pile poil. Donc ne pas hésiter à me remonter des choses, et après j'en discuterai
avec les autres par la suite, quoi, pour avoir des choses à proposer. Si je me trompe pas, donc c'est peut-être sur des secteurs d'IoT, c'est ça? Si je me trompe pas de personne. Non, c'est plutôt justement service dématérialisé. D'accord. Je vois qu'il est presque 10 heures. Il faudrait pas trop qu'on déborde, je pense, par rapport à l'engagement qu'on a pris par rapport aux inscrits. On va peut-être vite finir les 2 dernières slides. Et puis ensuite, on se laisse encore quelques minutes, si vous voulez, pour répondre à des questions. Donc, juste un rappel, aujourd'hui, donc on est au 27 mai. Les candidatures sont déjà ouvertes. Il reste jusqu'au 11 juin pour déposer ces candidatures. On se donne jusqu'au 25 juin ou disons fin juin pour valider les candidatures et préparer les rendez-vous. Et donc, la date clé, c'est le 5-6 juillet. Les dates clés, c'est le 5-6 juillet, donc 5 après-midi, 6 juillet matin, et donc en présentiel à Montpellier, comme on le disait. Et pour finir, je crois que la dernière page, c'est juste un rappel. Voilà, et je crois que David a été coupé, si tu peux le remonter sur scène. Ouais. Et voilà, la dernière, je vois que certains se déconnectent. Donc là, nous, on a fini la présentation, mais évidemment, on prend encore des questions si vous voulez. Et Joël, juste les slides avec les contacts. En tout cas, il y a déjà il y a un email un point d'entrée qui est sur la page qu'on a donnée tout à l'heure. Hein. Et on voulait vous remercier, vous êtes en train de partir tous, donc merci beaucoup d'avoir participé. Puis effectivement, on a besoin de vous. On espère qu'il y aura des cas d'usage qui vous intéressent et qu'on fera avancer un peu tout ça, parce que je pense qu'il y a une belle histoire à écrire tous ensemble là. Tout à fait. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de taper, donc soit c'est pour nous dire au revoir, soit en tout cas si vous avez des questions, nous on reste encore quelques secondes, donc il n'y a pas de souci. Ok, ça. On est aussi heureux de voir les retours enthousiastes de certains d'entre vous. C'est très bien, ça prouve l'intérêt qu'il y a tout l'intérêt qu'il peut y avoir à la fois pour les entreprises candidates et puis pour les universités prospects. Ok, j'ai l'impression du coup qu'il n'y a pas de questions particulières. En tout cas, sur le lien, vous avez la possibilité de nous contacter. Il y a un email dédié et on vous répond là-dessus. Comme le disait Julien, pour les adhérents de Digital 113, c'est le point d'entrée. Il est connu par les adhérents, donc n'hésitez pas à passer par lui aussi. Pour les startups accompagnées par le BIC, vous pouvez passer par moi aussi. J'imagine que vous avez mes coordonnées dans ce cas-là. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et du coup, on va pouvoir couper, je pense, puisqu'on n'a pas eu de questions. Donc, je vais fermer l'événement. D'accord, et je t'envoie le dernier PDF comme ça pour diffusion aux inscrits. Parfait. Merci. Et bonne journée à tous. Vous deux. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Super, merci, au revoir.